Si dans ce que les pensées qui m'assomment, je cherche le visage des dieux pour mon salut, afin de sortir d'un environnement oppressant. Dans les détails de la civilisation, de la voix et du paraître, je ne peux ni pleurer, ni gémir, ni me plaindre, ni crier, comprimé, compressé, meurtri par l'oppressance exigence. Je dois donner toujours le change en restant stoïque et debout. Ici, en ces lieux où l'harmonie se conjure à merveille, mes colères, mes pleurs, mes doutes peuvent s'exprimer. La blancheur ou la noirceur de la mort ne m'effraie plus, car je suis convaincue de ce que l'univers a prévu pour moi. Aussi sinueuse que sera le chemin vers le retour à la réalité, les aigles royaux me guideront tout au long du chemin. Avec foi et courage, je redeviendrai maître de mon destin. Dans l'océan de ma nouvelle vie, je serai le capitaine de mon âme. Mes offrandes aux divinités auraient été bien reçues. Mes prières auraient été bien entendues et comprises. Mon âme aurait été apaisée, remplie, honorée et rassurée. Ma nouvelle vie sera remplie de grâce et de gratitude. Merci. Si j'ai bien compris, il y a 161 pages, c'est ça, ou plus? 164 pages, vous avez 6 thèmes, c'est ça, 4 tableaux, donc vous allez m'expliquer un peu les dessins. Pour moi, c'est une confession... 40 tableaux, ah, vous voyez, j'ai mis 41, on garde 41, 40. Pour moi, c'est une confession historique, écoutez, un mantra de couleurs, de formes, graphiques et figuratif, mais encore dans ce mantra de couleurs et toute l'histoire que vous venez de nous expliquer entre l'écriture et la langue. Mais avant de répondre à votre question, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas fait un lapsus. Vous n'avez pas le 41 toiles. Dans le livre, il y a 40. Mais à la base, il y a 41 toiles. Et le dernier tableau m'a fait paniquer. Et je l'ai retiré avant l'envoi du manuscrit à l'imprimerie. Pourquoi? Parce que quand j'ai réalisé le dernier tableau, je l'ai intitulé « Le passage du cas ». Alors, si on se renvoie, si on se projette dans la cosmogonie égyptienne, dans l'Égypte antique, passer le cas, ça veut dire mourir. Ça veut dire aller de l'autre là, dans l'autre là. Bon, et dans ce tableau-là, je représente le serpent à deux têtes, qui est le symbole fort du royaume Babylone, qui fait sa mine et qui devient un cas. Donc je l'ai intitulé Le passage du cas. Et quand j'ai créé cette œuvre-là, en juillet 2021, je l'ai présenté à ma fille. Je lui ai dit, ça, c'est le serpent, à deux têtes. Et ça, c'est le cas. Et ma fille m'a dit, papa, tu sais, dans le livre de la jungle, il y a un serpent qui s'appelle K le serpent. Je dis, ah bon? Et donc, c'est pas un fait du hasard. Maintenant, chez les Bamouns, le symbole, c'est le serpent à deux têtes. Et celui qui représente le plus le symbole, sur ce symbole-là, c'est le roi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai retiré l'œuvre de l'ouvrage, parce que je me suis dit, si je le mets dans l'ouvrage, on va me traiter peut-être d'oiseau de mauvaise augure qui veut annoncer la mort du roi. Et tout. Donc j'ai changé le nom du titre, le passage du cas, pour l'intituler maintenant beaucoup plus subtilement, la traversée du Noun. Mais là encore, on est dans l'Égypte antique, où le Noun représente en copte, donc en égyptien ancien, l'océan céleste. Donc ça veut dire aussi beaucoup plus subtilement la traversée vers l'au-delà, l'océan céleste. Or, en Afrique, le seul endroit où on peut trouver un fleuve dénommé Noun, et où le serpent est un symbole, c'est chez les Bamouns. C'est quand même assez formidable. Donc, j'ai un courant artistique que j'appelle le Tembaka, qui en fait est un mélange d'approches culturelles et culturelles des Noirs marrons, donc des Noirs déportés d'Afrique qu'on retrouve sur le plateau de Guyane, et aussi l'approche culturelle et culturelle Bamou, auquel j'ajoute le cas, le fameux cas, donc qui est la matrice humaine, l'énergie vitale, qui nous vient d'Égypte pharaonique. Donc c'est ça qui fait le Tembaka. Donc quand vous voyez les œuvres que je fais, non seulement vous avez des entrées là, des objets spirituels, mais avec des éléments qui renvoient aussi bien à la culture qu'à la spiritualité africaine. Donc avec des codes. Il faut avoir la capacité de pouvoir les découper pour pouvoir le comprendre. Ensuite, vous avez des jeux de couleurs. Et chaque couleur a une signification. Les couleurs ne sont pas innocentes.
Ici, les couleurs ne sont pas innocentes. Donc voilà, donc c'est tout ça donc, l'ensemble du travail que nous avons fait. Et donc vous voyez, donc ce 40e tableau a été retiré. Mais ce qui est plus fabuleux, le livre paraît le 3 septembre. Je parle de ce tableau-là que j'ai pas mis dans l'ouvrage parce que je voulais pas être quelqu'un qui annonce la mort du roi. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que 3 semaines après la sortie du livre, le roi décède. Non seulement le roi décède, nous attendons tous le nouveau roi, parce qu'on n'annonce pas le départ du roi. Le roi, on ne dit pas le roi est mort, on dit le roi s'est détourné. Le roi est mort, on dit le roi. Et au moment où on va annoncer le nouveau roi, je vois le nouveau roi apparaître. La première photo prise du roi. Le roi est assis, et le roi est debout sur un serpent à 2 têtes. Là où il y a le cas sur mon tableau. Vital, à la fois aussi sensoriel, il y a quelque part quelque chose aussi de très intellectuel, toujours l'histoire qui se perpétue à travers vos gestes. Vous travaillez sur quel type de peinture? On est sur quoi? On est sur de la gouache, on est sur de l'huile, on est sur de l'acrylique, on est sur quel domaine? À la base des tableaux, parce que au moment où on commence, on se décide de faire ce livre, le livre et donc rajouter d'autres sujets, j'ai donc utilisé l'acrylique, qui sèche plus vite. Et donc c'était la première fois où j'utilisais l'acrylique. Parce que moi je suis beaucoup plus à l'aise avec de l'huile. Or l'huile ça sèche pas très vite. Donc j'ai donc dû utiliser quand même cette nouvelle technique, utiliser l'acrylique pour pouvoir faire quand même les derniers tableaux. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, vous voyez quand même que les tableaux les plus récents, ils sont à l'acrylique et tout. Mais sauf deux œuvres, notamment Mangini, qui représente l'alphabet créé par le roi, que j'ai fait je pense en 2018, où il n'y avait pas d'urgence, et tout, elle est à lui. Et celle que j'ai aussi réalisée au moment où j'ai perdu ma maman, donc la grande toile qui est sur la une de l'ouvrage, elle est aussi à l'huile. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas eu d'urgence. Donc j'avais le temps pour pouvoir réaliser. Donc je travaille essentiellement à l'huile, et maintenant, de temps en temps, à l'acrylique. Et là, ma fille m'a demandé de faire une œuvre en utilisant la nouvelle technique, le pouring. Je vais m'essayer au pouring également. Il faut évoluer avec son temps. Absolument. D'accord. Quand vous travaillez, est-ce que votre écriture se fait avec un pinceau? Est-ce que vous travaillez avec ce qu'on appelle un faisain, vous savez, un faisceau, pour travailler l'écriture? Comment vous écrivez en dessous? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs techniques normalement. Il y a plusieurs techniques et j'utilise quasiment toutes les techniques. J'utilise le fusain, j'utilise le pinceau, j'utilise aussi le couteau. Très bien. Pour pouvoir aller faire des gestes. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Vous savez, quand on veut réaliser quand même une œuvre, la créativité est pas cette nécessité de la réalisation, elle est spontanée. Donc quand vous allez faire la toile, vous savez pas quelle technique vous allez utiliser ou quel matériel vous allez utiliser. Donc j'arrive devant ma toile, mais il y a du matériel de base qui est toujours présent. C'est le compas, c'est l'équerre, ce sont des couteaux et mes pinceaux. Parfait. Et est-ce que les couleurs ont un rapport avec le texte de l'auteur avec qui vous travaillez? Est-ce que, ou c'est, voilà, vous êtes parti dans votre propre imaginaire, ou est-ce que vous avez lu le texte, et en fonction du texte, vous avez dit, bon, bah là, ça sera plus sombre, plus clair, plus nuancé, plus neutre, les expressions plus libres, plus abstraites, plus figuratives, plus surréalistes, plus imaginaires? Alors, pas du tout. Pas du tout. Non. La particularité du travail que nous avons fait est que mon co-auteur, Serge, je dirais, c'est aussi un artiste, mais un artiste de l'écriture. Il a réalisé que je faisais de l'art, mais de la peinture d'histoire. Donc, il a donc voulu faire son interprétation de mes œuvres. Parce qu'à la base, j'avais prévu faire ce travail à la fin de ma carrière professionnelle. Je suis pharmacien, oui. Donc je voulais renvoyer ça plus tard. Et il se trouvait quand même qu'en 2021, avec tout ce qu'on avait connu le monde, comme la calamité, la Covid et tout, Oui. On était en plein ce que j'ai appelé le Kairos time, le temps de Dieu. Et donc le temps de la bonne saison, où tout était réuni pour faire quelque chose. Avant c'était trop tôt, et après c'était peut-être trop tard. Et donc j'ai donc décidé de faire ce livre avec lui à ce moment précis. Et donc il est donc parti quand même de mes créations pour pouvoir faire ce texte. Et moi quand je crée, je travaille toujours sur les thématiques.
Donc là, j'ai travaillé sur les thématiques de l'histoire du royaume Bamoun que je voulais raconter aux jeunes générations et aussi des générations à venir. J'ai travaillé aussi sur d'autres thématiques, notamment l'esclavage. L'esclavage. J'ai aussi toute une série. C'est spécial. Je t'appelle. Merci. Ah bon? Il y avait plaisir, complexe. C'est une bonne chose. Donc on a le choix. Bien sûr, c'est bonne chose. Oui, mais attendez, vous savez, il y a Alors, d'où vous vient votre passion pour l'art et la culture, mais dans votre résilience et votre affiliation historique de votre peuple Bamoun? Une fois encore, on va se projeter au 19e siècle. Le roi Joya, le 17e, quand il monte au trône, je vous ai dit tout à l'heure, non seulement il a créé une écriture, créé une langue d'aristocrate pour ouvrir les écoles, mais il a professionnalisé l'enseignement. Et dans son enseignement, il y avait une filière art. Donc il y a l'ébauche des beaux-arts. Et donc, il citait le grand commandeur des arts. Donc il y a eu une floraison d'artistes dans le royaume. Beaucoup d'artistes musiciens, beaucoup de sculpteurs, beaucoup de graveurs, beaucoup de fondeurs. Et donc, du coup, j'ai baigné dans l'art. Et le quartier artisanal de la ville de Foumban, c'est un quartier qui a pratiquement été fondé par un de mes grands-parents. Et donc, c'est là où vous avez tous les artisans possibles. Et j'ai commencé à réaliser des œuvres. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Donc, je faisais vraiment des petites créations d'art que je vendais. Hein, et tout, pour passer du temps. Et tout. Et j'ai toujours été proche de l'art. Mais je ne comprenais pas tellement pourquoi ni comment. Mais c'était là, ça me grattait. Et c'est quand j'arrive en Belgique, j'arrive en Belgique comme étudiant, je découvre le surréalisme de Magritte. Alors, le courant Magritte m'a beaucoup influencé. Aussi, donc, je découvre le surréalisme de Magritte, les œuvres de Van Gogh. J'aime beaucoup ces deux artistes-là, mais sans trop savoir pourquoi. Et un jour, je vais en tournée en Grèce, du temple du dieu Zeus. J'ai observé le Parthénon, l'acropole tout en haut, et je me suis dit qu'un jour, si les dieux me donneraient la possibilité, je réaliserais également des œuvres qui parleraient du royaume d'où je viens. Je rentre en Belgique, je travaille comme pharmacien dans le Bourina, dans la ville de Jema, et tout, je prends des cours de musique. Et un jour, travaillant à la pharmacie, il y a une de mes patientes qui vient acheter ses médicaments, elle repart, mais elle revient sur ses pas. Pensant que j'avais commis une erreur sur sa prescription, quelle ne fut pas ma surprise quand elle m'a dit qu'elle voulait me montrer ses œuvres, parce qu'elle peignait. Elle m'a montré ses œuvres, j'étais ébloui. Je lui ai dit, mais tiens, vous faites de merveilleuses choses, comment est-ce que vous avez su que j'aimerais l'art? Et c'est là où elle m'a appris que l'école de musique où je prenais des cours de piano était tenue par sa meilleure amie. Et c'est comme ça qu'elle a su par sa meilleure amie que je prenais des cours de piano. Et elle se dit que si un intellectuel qui prend des cours de musique de façon assidue, c'est probablement un artiste qui s'ignorait. Et c'est comme ça qu'elle m'a poussé à faire de l'art. Elle a commencé à me donner mes tout premiers cours de mélange de peinture, de dessin. Et c'est comme ça que la passion est venue. Je me suis donc mis à apprendre de façon autodidacte, à prendre des cours, aller de temps en temps aux Beaux-Arts, voir ce que les autres faisaient, étudier par moi-même pour pouvoir comprendre les fondamentaux. Et quelques temps après, je suis parti de cette région-là, mais non plus comme pharmacien, mais maintenant plutôt comme artiste peintre. Et c'est là où est venue ma passion. Mais c'est ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que des siècles avant moi, toujours au 19e siècle, vous voyez que ce siècle, c'est un siècle qui me parle énormément, dans la même région, dans le Bourina, en décembre 1878, il y a un jeune missionnaire hollandais qui arrive à la recherche du travail
comme évangéliste, parce que c'était la région où il y avait l'exploitation des mines de charbon et tout. Et ce jeune néerlandais est arrivé comme missionnaire, il trouvera du travail, un peu comme moi, comme pharmacien j'arrive. Mais au bout de quelques mois, il perd son boulot, il doit repartir, hein, et il est en plein cafard, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à peindre dans la même région. Il peint. Et c'est la peinture qui le révéla finalement au monde. Mes amis depuis l'enfance, ils m'ont toujours appelé Sampef. Donc mes amis, la famille, à l'école, en Belgique, au Cameroun, ils m'ont toujours appelé Sampef. Et donc du coup, je me suis dit, je prends ce nom-là que tout le monde connaît déjà, que tous mes proches connaissaient déjà. Je dis, bon, il s'est rendu compte que non seulement je faisais un peu de recherches en histoire du royaume Bamoun, que je faisais de la peinture, ensuite donc je travaillais à Cayenne. Donc il était venu faire l'interview du pharmacien de Cayenne. Et il a donc découvert que ce pharmacien était en même temps peintre. Et il habitait Cayenne. Donc c'est pour ça qu'il a eu le peintre de Cayenne. Ah, c'est bien. C'est relayé dans tous les médias, hein, que vous allez sur Internet, Facebook, voilà, c'est relayé. Ben oui, Sampef, on va continuer comme ça, pourquoi pas, d'accord? En 2021, le premier festival d'art contemporain de Remire-Montjoly, de l'Afrique du peuple Bamoun à Cayenne en Guyane, votre insularité d'homme dans l'espace géographique, à ce moment-là, pour cette exposition. Je répète bien, votre insularité d'homme dans l'espace géographique du peuple Bamoun pour l'exposition Festival d'art contemporain de Remire-Montjoly. Vous avez souvenance? Oui, tout à fait, j'ai souvenance. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Mais disons que déjà, le festival d'art contemporain de Remire, le tout premier, Talent d'Ami, est l'œuvre d'un jeune passionné d'histoire guyanais qui s'appelle Eugène Epayi. Le docteur Epayi est jeune. Il a travaillé d'arrache-pied à mettre sur pied ce festival d'art-là. Et comme je fais des recherches, dans l'histoire des peuples, les peuples noirs et tout, je discute beaucoup avec les jeunes. Et c'est comme ça qu'il m'amène, il me parle de ce festival-là. Et surtout, il me fait découvrir quelque chose que je ne savais pas. La présence sur les terres de Guyane, sur Cayenne, d'un moulin à vent. Or, tout jeune, je rêvais toujours un jour peindre un moulin à vent. Et c'est comme ça que je décide de faire un tableau sur le moulin d'Armire. Donc je réalise l'œuvre est vue. C'est comme ça que je serai appelé pour pouvoir participer au festival Talent d'Armire. Et donc en allant à ce festival-là, j'ai donc voulu, au milieu des peuples de Guyane, ma nouvelle patrie, pouvoir montrer le peuple d'où je viens, donc le peuple Bamoun, le montrer quand même sous son beau jour, sous son histoire, à ce peuple venu d'Afrique qui habite ces lieux-là. Et tenez-vous tranquille, il y a une proximité évidente avec le plateau de Guyane et le royaume Bamoun. Je vous ai parlé tout à l'heure du Tendé. La base du Tendé, ce sont les entrelacs. L'entrelas qui renvoie à l'unité de la famille, l'union, les jeux de couleurs, hein, qui ont une place. Chez les Bamoun, c'est pareil. L'entrelas Bamoun est aussi célèbre comme l'entrelas celte, très connu. Donc vous voyez déjà ici, sur le plan culturel, sur le plan artistique, vous avez donc déjà, et même de l'union de la famille, il y a donc l'entrelas qui traduit l'unicité. Donc l'entrelas Bamoun, elle est présente, elle existe, c'est une marque déposée. Et donc on retrouve le même entrelac chez les artistes ou alors maintenant chez les hommes qui font du tendé. Je dirais même pas de l'art tendé parce que dire l'art tendé ça veut dire c'est assez réducteur. Mais seulement, on ne se limitera pas seulement au niveau de cette proximité culturelle entre l'entrelas qu'on retrouve dans le tendé et dans les différentes créations Bamoun. Je vous ai parlé tout à l'heure du roi Njoya, qui crée son écriture à Kaoukou en 1896. Figurez-vous que 14 ans après la création de cette écriture par Njoya chez les Bamoun, sur les plateaux de Guyane, un noir marron du nom de Afaka Atomichi va inventer également une autre écriture qu'on appelle l'écriture Avaka, qui est très proche de l'écriture de Njoya. Et les deux systèmes d'écriture sont couramment par le linguiste comparé. Et c'est quand même fabuleux de se retrouver ici, dans ce champ-là, dans cette partie du monde, hein, avec des peuples si éloignés,
mais si proche spirituellement et culturellement. Donc ça m'a frappé. Et c'est comme ça que j'ai donc commencé donc à travailler davantage sur ces deux approches-là, pour pouvoir faire le mélange de Tembe, d'approche culturelle et culturelle Bamou sur le plan artistique. Et c'est comme ça que je veux donc créer ce courant qui s'appelle le Tembaka, qui est en fait une créolisation, non seulement une créolisation de l'art, mais aussi un retour à la maison de l'art africain, ramené sur le sol des Caraïbes par les Noirs déportés d'Afrique. Okay. Donc c'est un retour à la maison, mais sur le plan culturel. Alors, je peux avoir le stylo. Alors, il faut savoir Au Cameroun, c'est ça le peuple. d'accord.